Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier meet-up de l'année de Muséum Connexion. Je suis Claire Delongeau, la directrice du salon. Aujourd'hui, nous allons parler d'engagement éco-responsable des lieux culturels. Cette thématique fait largement écho aux conférences qui auront lieu lors du prochain salon Muséum Connexion les 17 et 18 janvier prochains. Puisque, on vous proposera alors 2 thèmes de conférence, dont l'un est la transition écologique des lieux culturels et touristiques. Voilà, je vous invite donc, si ce sujet est important pour vous, à réserver dès maintenant ces 2 journées. Alors, quelques informations pratiques pour aujourd'hui. Dans un premier temps, nos invités vous présenteront les initiatives durables qu'ils ont mis en place dans leur lieu et dans un second temps, vous pourrez retrouver chacun d'entre eux dans une salle dédiée. À vous de choisir la salle que vous souhaitez rejoindre et vous pourrez alors, poser les questions que vous avez et poursuivre la discussion. Voilà, promis, on vous libère à 10h30. Avant de laisser la parole à Antoine Roland, je souhaiterais remercier Pierre-Yves Bureau, directeur du Parc zoologique de Paris, Margherita Balzenari, qui est directrice du Louvre-Lens-Vallée, et Étienne Bonnet-Candé, qui est secrétaire général du Palais des Beaux-Arts de Lille, pour partager leurs expériences avec nous aujourd'hui. Voilà, un très grand merci à tous les trois et bon meet-up à tous. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce meet-up, nous vous proposons en fait différents retours d'expérience qui sont variés aussi bien par les structures qui les portent que par les projets qui sont réalisés. On souhaitait donner la parole aujourd'hui à différentes institutions. Le Louvre-Lens-Vallée, tout d'abord, en fait, qui est un incubateur adossé au Louvre-Lens, qui a ouvert en 2013, bientôt 10 ans, qui désormais en fait travaille avec tout un écosystème d'entreprises, d'étudiants, d'artistes, de designers dans 2500 mètres carrés à côté du Louvre-Lens pour développer tout un ensemble de projets. Et plus spécifiquement, on parlera d'un événement qui a été développé depuis 2016, qui s'appelle le Culturathon. Et dans le cadre de cet événement, marathon collaboratif et créatif, lors de sa 6e édition, donc le 13 et 14 octobre dernier 2022, des 80 étudiants ont été accueillis au Louvre-Lens-Vallée pendant 36 heures afin d'échanger et de trouver des solutions d'un ensemble d'écosystèmes de partenaires et d'acteurs culturels pour les rendre plus durables et plus responsables. À cela, s'est ajoutée aussi une charte qui a été signée avec l'ensemble des acteurs culturels du territoire pour développer une politique éco-responsable. Donc, on reviendra sur cet événement avec Margherita Balzerani qui nous présentera en fait notamment tous les tenants et aboutissants de celui-ci. Donc, un événement, tout d'abord, en termes de projet, porté par l'incubateur. C'est aussi, en fait, dans le cadre de ce meet-up, une autre expérience qu'on voulait un autre projet qu'on voulait vous proposer, c'est via le Palais des Beaux-Arts de Lille, un des plus grands musées de France qui a accueilli 330 000 visiteurs en 2019, dont les collections sont réparties sur 22 000 m² avec 12 000 m² d'exposition, et donc qui a développé et engagé une politique éco-responsable et durable depuis pas mal d'années, notamment en fait, dans le cadre d'un workshop qui a été lancé le 27 et 28 janvier dernier sur la durabilité, qui a réuni 54 intervenants pendant 2 jours et qui a donné lieu en fait à un guide sur l'éco-conception. Ce guide en fait est le fruit aussi de toute une réflexion, de tout un ensemble d'actions très concrètes qui ont été menées par le Palais des Beaux-Arts de Lille, notamment en termes de conception d'exposition, avec la volonté d'être vraiment très durable dans la conception de ces expositions, et puis plus largement, en fait, avec la volonté de développer des établissements plus durables. Étienne Bonnet-Candel nous en parlera juste après. Et enfin, on donnera la parole à un dernier lieu, donc pour montrer la variété aussi des lieux et des projets, au Parc zoologique de Paris, un des sites du Muséum national d'histoire naturelle, situé à Vincennes, sur 14,5 hectares, qui a été créé en 1934, qui a été rénové en 2014, avec tout un ensemble de nouveaux aménagements pour accueillir plus de 2500 animaux de 234 espèces différentes. Et on parlera de circuits courts, on évoquera en fait la façon dont le parc zoologique de Paris, confronté à ces collections entre guillemets vivantes d'animaux, comment en fait finalement gérer aussi de l'éco-responsabilité
lorsqu'on gère un site avec tout un ensemble en fait aussi d'êtres vivants. Donc, pour évoquer ces différents sujets, on voulait tout d'abord donner la parole à Margarita qui reviendra donc sur cet événement. On passera ensuite la parole à Étienne Bonnet-Candé qui évoquera en fait ce que fait le Palais des Beaux-Arts en la matière en termes d'éco-conception dans les expositions et de politique de durabilité. Et Pierre-Yves Bureau prendra ensuite la parole sur la logique de circuit court qui a été mise en place au Parc zoologique de Paris. Margarita, donc je t'en prie, c'est à toi. Merci beaucoup. En effet, peut-être dire ce que nous faisons au sein de Louvre-Lens Vallée. Louvre-Lens Vallée fêtera l'année prochaine les 10 ans. C'est un incubateur, un accélérateur d'entreprises culturelles qui est réattaché aussi à un vrai écosystème. Tu l'as bien dit, il y a le Louvre, mais depuis 2018, nous avons aussi sur le territoire et juste à côté le centre de conservation du Louvre Paris, avec qui nous travaillons sur des questions aussi d'éco-transition, notamment dans le conditionnement des œuvres. On a une pépinière d'entreprise, de formation, un muséolab qui est un Fab Lab à disposition et à destination des acteurs culturels et des créatifs qu'on accompagne. Et depuis notre création, on a accompagné plus de 100 projets. 100 projets liés à l'innovation dans la culture, dans les industries créatives et culturelles. Ce projet, comme nous sommes un acteur d'utilité publique qui travaille essentiellement dans des formats collectifs, d'intelligence collective, le format du Culturathon, qui est une véritable marque pour nous, a été lancé en 2016. Et cette année, nous avons décidé véritablement de nous engager sur cette question de l'éco-transition. Nous avons réuni 7 acteurs du territoire, un théâtre national culture commune, Live Nation qui s'occupe du festival à Arras qui accueille 40 000 visiteurs et qui s'appelle le Main Square, le 99 bis qui est un lieu dédié aux musiques actuelles, le Louvre-Lens, le centre de conservation. Est-ce que j'en oublie quelqu'un? En tout cas, tous ces acteurs se sont réunis ensemble pour poser des problématiques concrètes. On a réuni 80 étudiants venant de différentes formations et pendant toute une nuit créative, ces étudiants ont répondu aux questions posées par les professionnels. Et bien évidemment, là, c'est là où nous, on joue un rôle central de créer cette perméabilité croisée entre des domaines qui n'ont pas, parfois ils ne se croisent pas, mais surtout l'un des projets sera incubé à partir de cette année au sein du Louvre-Lens Vallée, qui est une application qui permet effectivement de gérer ce qui est le plus impactant aujourd'hui pour les acteurs culturels et surtout pour les musées, c'est le déplacement des publics et l'impact carbone que ça génère. Je ne sais pas si Antoine, tu veux passer un extrait de la vidéo pour qu'on montre un petit peu l'ambiance, parce que le Culturathon, cette année, on a eu la grande chance d'avoir le ministère de la Culture à nos côtés, et c'était l'un des acteurs qui a posé une problématique centrale aujourd'hui, qui est celle de la sobriété numérique. Donc, on peut voir juste un extrait pour vous montrer un petit peu l'ambiance et après, voilà, je ne sais pas si ça passe. Est-ce que c'est bon, vous voyez bien la vidéo? Alors, oui. Oui, tu as enlevé le son? Ouais. Oui, effectivement, le son, on ne l'entend pas, mais comme tu… Oui, on n'entend pas le son. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, là, vous avez tous les différents acteurs. C'était vraiment 36 heures, 80 étudiants, 7 acteurs de la culture. La chose la plus importante au-delà de ce projet et ce projet qu'on va accompagner en incubation, créé par les étudiants qui sont très, très motivés. En fait, il y aura la signature au sein
en lien avec le Louvre Paris, d'un manifeste, une charte d'engagement de la part de ces 7 acteurs de la culture qui aura lieu l'année prochaine, en mai. Et avec cette dynamique, on souhaite aussi embarquer d'autres acteurs qui sont déjà intéressés par cette démarche, notamment l'Opéra de Lille et d'autres, et pourquoi pas le Palais des Beaux-Arts de Lille, que vous puissiez venir avec nous sur cet engagement commun et tous ces acteurs de la culture du territoire des Hauts-de-France. Merci beaucoup, Margherita. Donc, voilà une petite vidéo aussi pour montrer un petit peu l'ambiance qui a eu lieu durant cet événement. Donc, un événement qui permet aussi de fédérer tout un ensemble d'acteurs sur le territoire. C'est aussi, en fait, pour le coup, une politique qui s'est engagée depuis quelques années, en fait, au Palais des Beaux-Arts de Lille, où la volonté, en fait, c'est vraiment de mettre en place une véritable stratégie et une politique d'établissement, en fait, autour de la durabilité, qui est passée notamment par la conception de nouvelles expositions. Et je vous propose dans ce cas-là d'écouter Étienne, qui va nous présenter un peu plus amplement, en fait, ces différents défis que sont en train de relever le Palais des Beaux-Arts de Lille. Merci beaucoup Antoine. En effet, on a commencé opérationnellement et on a rendu un peu notre action plus visible autour de l'expérience Goya, qui est l'exposition qu'on a inaugurée à l'automne dernier. Donc ça fait déjà 1 an et qui était notre première exposition éco-conçue. C'est-à-dire qu'elle reposait sur plusieurs principes forts. Déjà le fait qu'on ne faisait plus que des grosses expositions comme ça tous les 2 ans pour se centrer sur les collections plutôt permanentes, un travail sur donc l'existant plutôt que quelque chose de trop événementiel, des expositions avec moins d'œuvres empruntées et si possible empruntées depuis moins loin, et puis tout le travail maintenant classique sur l'éco-responsabilité, d'acheter moins, d'acheter mieux, de s'engager dans des cycles aussi de réemploi et de réutilisation pour produire moins de déchets qu'à terme. Il faut pouvoir valoriser, pour faire un petit peu simple. Et si on a en fait choisi cette démarche-là, de commencer par l'éco-conception, c'est qu'on avait identifié que parmi l'ensemble des opportunités pour commencer en matière d'éco-responsabilité à travailler qui s'offraient à nous, celle-là était celle qui était la plus concrète, la plus facilement, entre guillemets, saisissable, parce qu'il faut aussi être mobilisateur pour les équipes qui doivent s'engager dans ce type de conversion. Ça nécessite quand même de gros changements de méthode de travail. Et le but, c'était d'entraîner ensuite progressivement une déclinaison de ces actes dans d'autres domaines, que ce soit la communication responsable, que ce soit un travail avec les publics et les abords du musée, et peut-être plus structurellement également un travail important et lourd, on y reviendra, sur les questions de gestion bâtimentaire. Peut-être quelques grands axes de travail, enfin, en tout cas qui nous semblent maintenant, avec l'expérience qu'on peut en avoir, assez fondamentalement structurant. La première, c'est de commencer, parce que c'est vraiment comme ça qu'on a fait au début, à se positionner sur un double axe avec en ordonnée, savoir si ça va être faisable à court terme et avec peu de moyens, ou beaucoup de moyens et très long terme, et en abscisse, savoir si c'est utile pour l'environnement, c'est très très efficace, ou peut-être plus légèrement efficace. Donc là, vous pouvez un peu essayer de répartir vos différentes actions, et puis vous verrez le spectre comme ça apparaître de manière peut-être plus cohérente pour choisir. Parce qu'évidemment, il y a des actions, en gros, pour caricaturer, qui nécessitent énormément de moyens, qui vont porter dans 6, 10, 15 ans. Et puis, il y en a qui sont peut-être plus faciles, plus courtes à réaliser, mais qui vont peut-être aussi avoir moins d'impact. Donc, il faut essayer de choisir. Voilà. Il se trouve que les expositions, comme il y a une dizaine d'années, et les musées en font encore beaucoup, ça nous semblait être un impact majeur. Et c'est une manière un peu aussi de trier, de savoir ce sur quoi on va mettre l'accent. On ne peut pas, en matière de durabilité, faire tout en même temps, actionner tous les leviers. Il y a des temporalités qui sont un petit peu longues. On sait par exemple typiquement qu'on va devoir s'engager dans des rénovations de toiture. Donc évidemment, la question de l'isolation va se poser. On pressent que ça va être un chantier colossal qui chiffre en plusieurs dizaines de
millions d'euros, avec des impacts en matière d'isolation du bâtiment qui, paradoxalement, vont être relativement faibles. On est un bâtiment assez ancien, difficile à isoler véritablement. À l'inverse, en matière de travaux structurants, le travail qui sera réalisé sur l'éclairage, le passage au LED et la rénovation en fait, de l'éclairage propose des spectres de gains énergétiques beaucoup plus forts, hein, avec des passages dans certains espaces à plus de 90% d'économie d'énergie pour des coûts d'investissement un peu moindres. Donc typiquement, on va plutôt se centrer dans un premier temps sur ça. Donc, c'est toujours regarder aussi un peu le coût opportunité. On a cité la communication, par exemple, en début. C'est aussi un des travaux dans le cadre de l'exposition Goya et de celle qu'on a fait par la suite, qu'on a pas mal travaillé. Il se trouve que l'impact réel en termes d'émissions carbone qu'on a pu mesurer est assez modeste, en fait, dans la totalité de ce qui peut être réalisé. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une priorité en tant que telle, parce que c'est de la communication, donc c'est aussi très visible. Mais c'est un axe sur lequel il ne faut pas qu'on grille toutes nos cartouches et tous nos efforts. La deuxième des choses qui est importante, c'est de chiffrer, en tous les cas d'objectiver les efforts qui sont à réaliser. Une des premières choses qu'on a souhaité faire et qu'on a réussi à mettre en œuvre, c'est de faire un bilan carbone de l'exposition Goya. Parce qu'on voulait, on vous l'avait dit, hein, il y avait quelques hypothèses de base, moins d'œuvres, une durée rallongée du temps de production, le fait de pouvoir réemployer une partie du mobilier, mais évidemment, on ne savait pas si ça avait un impact ou pas sur l'environnement. Donc, on a fait faire un bilan carbone et qui est en fait un rapport d'impact, et surtout, on a fait un outil qui nous permet de réemployer d'exposition en exposition ce bilan. Donc, il y en a eu un pour Goya. On est en train de finaliser celui sur la forêt magique et les grosses expositions qu'on a terminées cet été. Et puis, la prochaine, elle a lieu dans 2 ans. Et du coup, il y en aura un à nouveau pour celle-là, qu'on est en autonomie pour les produire. Et de manière générale, c'est très important de faire ce travail déjà de diagnostic en amont. On l'a fait aussi sur les déchets. On est en train de le mener aujourd'hui sur la question des consommations énergétiques, de la conservation des œuvres, pour pouvoir nourrir la réflexion tout au long de ce travail. Et on découvre en fait en creusant énormément de, il y a des leviers qui sont relativement insoupçonnés, qu'on n'avait pas identifiés, qu'on n'avait pas mesurés. On se rend compte qu'on fait énormément d'efforts sur des choses sur lesquelles en fait les marges de gains sont finalement relativement restreintes. Je l'ai dit pour la communication par exemple, vous voyez là dans la slide, ça se remarque, la tonne de carbone est beaucoup plus faible que celle qui peut être remportée par les œuvres et en moindre mesure la scénographie par exemple, mais se faire accompagner tout au long par ces mesures d'objectivation nous semble important. Et puis la troisième chose à ressortir de ce bilan, parce qu'on parle beaucoup du coup de la d'éco-conception des expositions, c'est de le replacer dans un schéma plus global, une approche holistique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'éco-responsabilité. C'est-à-dire, oui, effectivement, les expositions sont une des composantes importantes au sein du musée, mais dès qu'on met le pied dans l'éco-responsabilité pour un établissement muséal ou culturel de manière générale, plus on se rend compte que les leviers d'action et les différentes sources d'impact sont quand même assez multiples et très imbriqués. Donc, c'est le fait de se considérer soit en tant qu'établissement culturel dans un écosystème dans lequel le public est directement impliqué. Vous savez que le public fait partie des premières sources des missions dans le fonctionnement d'un établissement culturel muséal, dans lequel les prestataires, qui deviennent du coup des partenaires, sont aussi des potentiels leviers d'action, et dans lequel l'ensemble des actions sont à considérer à l'aune de ce qui devient progressivement un véritable changement de paradigme de l'action. Celui-là, ce paradigme a changé, il est long à mettre en œuvre. Les expositions, ça fait 1 an qu'on a fait notre première, on en a refait une deuxième sous le modèle et on va continuer de la sorte. Entre-temps, on s'est très fortement engagé dans d'autres schémas, celui notamment de la gestion de la conservation sur le temps long dans les réserves des œuvres, très consommatrice en énergie, un schéma beaucoup plus long. Et donc, comme ça, on va multiplier les différents types d'action pour progressivement tendre en fait vers un modèle moins consommateur en émissions carbone, ce qui évidemment s'inscrit dans le temps et dans le temps long. Merci beaucoup Étienne. Donc on le voit,
dans votre intervention la nécessité en fait, d'un diagnostic et de vraiment en fait, mesurer de façon objective donc, l'impact carbone qu'on peut avoir, la nécessité d'avoir une politique globale en fait, d'établissement qui touche à la fois les expositions, mais aussi le bâtiment, mais aussi tout un ensemble de projets, la conservation des œuvres et les missions régaliennes finalement en fait, d'un musée. C'est aussi en fait, pour le coup, tout un enjeu écosystémique quasiment en fait, où il est nécessaire aussi de faire du lien avec les prestataires qui deviennent de véritables partenaires sur ces sujets. Et c'est notamment aussi ce que pourrait évoquer donc Pierre-Yves avec le Parc zoologique de Paris dans cette stratégie de circuit court qui a été mise en place. Donc Pierre-Yves, on pourrait parler de ça et puis aussi plus largement de toute la politique en fait et la stratégie mise en œuvre par le Muséum national d'histoire naturelle pour notamment devenir plus durable et plus éco-responsable. Je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup Antoine et bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai que venir parler d'éco-responsabilité fait particulièrement sens puisque le Parc zoologique de Paris est, comme vous le savez, l'un des 13 sites ouverts au public du Muséum national d'histoire naturelle. Il a été, comme vous l'avez dit Antoine, quasi intégralement rénové, repensé entre 2008 et 2014, ce qui a permis justement de repenser ce zoo avec un certain nombre de bonnes pratiques en matière d'éco-responsabilité, notamment en matière de consommation énergétique. Je pense que c'est un sujet qui nous est aujourd'hui une réalité qui s'impose à nous tous. Et quelque part, la politique des circuits courts est l'une des dimensions parmi d'autres de l'éco-responsabilité, à la fois au niveau du Parc zoologique de Paris, mais plus largement d'une politique d'établissement au niveau du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, nous avons des circuits courts qui sont la plupart du temps également des circuits de proximité, quelque part historiques, et pour certains entre sites du Muséum national d'histoire naturelle. La plupart concernent l'alimentation, notamment l'alimentation des animaux. Vous l'avez dit, nous avons 3000 animaux, 255 espèces. Il faut les nourrir, c'est l'un de nos postes de dépenses importants. Et je vais prendre quelques exemples. Par exemple, les bambous qui servent à nourrir 2 espèces d'appalés-mûres au niveau de la biozone Madagascar aux eaux de Paris. 50% de ces bambous viennent de l'arboretum de Chèvreloup qui est situé dans les Yvelines près de Versailles. C'est un exemple de lien entre 2 sites proches géographiquement du muséum. Si je reprends l'exemple de l'arboretum de Chèvreloup, il nous fournit aussi régulièrement en grumes, ce qui pour le coup sert pour l'aménagement des enclos, notamment avec des agrès. Et la ménagerie, qui est le deuxième zoo du Muséum national d'histoire naturelle, le deuxième zoo le plus ancien au monde, bénéficie lui aussi de ce circuit court et de proximité autour des grumes. Après, vous l'avez dit, nous sommes situés au sein du bois de Vincennes à Paris 12e. Et dans ce cadre-là, nous avons mis, il y a déjà un nombre important d'années, en place un circuit court de proximité avec les services de la ville de Paris au niveau du bois de Vincennes pour pouvoir bénéficier de branchages qui sont ensuite donnés à certains de nos animaux, une partie de nos herbivores, notamment les animaux de la plaine africaine. Pour la petite histoire, ces branchages sont même amenés en voiture à cheval. On est vraiment là, pour le coup, dans un exemple de circuit court et d'ultra proximité assez atypique. Quelques autres exemples, je pense à un partenariat avec Eau de Paris depuis plusieurs années qui nous permet de disposer à titre gratuit d'un certain nombre de déchets végétaux qui permettent de faire du foin, qui lui aussi sert pour nos animaux, et c'est plusieurs tonnes par an qui sont récupérées grâce à ce partenariat avec Eau de Paris. Autre exemple également avec un élevage de truites situé dans l'Essonne qui permet de nourrir par exemple les loutres, les pumas ou encore les jaguars. Donc, ça, des exemples pour le coup propres à un site comme un parc zoologique. Et puis alors, on arrive bientôt à la période des fêtes de Noël. Un exemple pour le coup qui va devenir d'actualité, la récupération des sapins de Noël en lien avec la société Truffaut, qui sert d'enrichissement pour certaines espèces d'animaux. Je pense aux adax, aux babouins de Guinée. Et c'est quelque chose qui est mis en place depuis plusieurs années. Alors après, on a également cette volonté donc d'amplifier
cette politique de circuit court et de proximité, de travailler aussi avec les différents prestataires concessionnaires qui peuvent travailler sur site. Et je pense par exemple à nos concessionnaires de restauration. Nous avons ainsi profité de récents renouvellements pour justement travailler à la mise en place de circuits courts et de proximité. Le fait par exemple qu'une grande partie des fournisseurs de nos restaurateurs soient dans un périmètre proche du parc zoologique de Paris. Et donc, comme je disais, cette politique de circuit court, elle s'inscrit dans le cadre de l'établissement muséum. Et nous avons bon nombre d'exemples de bonnes pratiques aussi qui concernent d'autres sites. J'ai donné quelques exemples sur l'arboretum de Chèvreloup, sur également la ménagerie. Mais on pourrait parler des jardins, du grand site du Jardin des Plantes, où notamment, exemple simple, la récupération de graines pour les ressemer l'année d'après, ou par exemple quand on a des abattages d'arbres au niveau du grand site du Jardin des Plantes, ce bois est utilisé notamment pour, par exemple, des agrès au niveau du zoo de la ménagerie qui est lui-même dans le grand site du Jardin des Plantes. Voilà ce que je pouvais vous dire et à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Pierre-Yves. Donc des mesures très concrètes qui démontrent la façon dont on peut envisager un circuit court, alors avec des spécificités particulières du fait de votre activité donc au Parc zoologique de Paris. Mais on voit en fait l'importance aussi d'avoir cette approche très écosystémique finalement, en fait, où chaque partenaire devient un véritable, chaque prestataire ou chaque interlocuteur devient en fait un véritable partenaire dans cette approche-là. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, notamment en fait, Étienne, puisque vous l'évoquiez en montrant à quel point en fait les différents prestataires que vous mobilisez, par exemple sur la conception d'exposition, sont aussi des partenaires pour développer une politique plus durable. Oui, je m'inscris déjà tout à fait en écho avec ce qu'a pu dire Pierre-Yves en la matière. Je note en fait que dans une approche éco-responsable, ce qui change un peu, c'est que vous n'allez pas chercher auprès d'un prestataire uniquement une prestation, mais à certains moments, sur certaines thématiques, notamment le réemploi, notamment la sélection de matériaux spécifiques, etc., vous allez demander une expertise, voire des conseils. Il y a vraiment une autre forme de plus-value. Typiquement, nous, ça nous a poussé, puisque du coup, ça pose question aussi en termes de structuration de marché public, quand même très normé et très borné dans une logique de demandeurs, acheteurs, etc. On a testé, notamment pour l'exposition la forêt magique et en partenariat avec la RMNGP, ce qu'on peut appeler en gros la conception-réalisation, c'est-à-dire le fait de mettre de demander en fait à un groupement de répondre et de scénographes, concepteurs et de fabricants de scénographie ensemble et dès le début de la conception. C'est-à-dire que les commissaires, les scénographes et les fabricants sont présents dès le début, en amont de l'exposition. Ce qui veut dire que quand le scénographe commence à dire bah, tiens, là, on va mettre tel ou tel matériau, telle ou telle forme de simèse, etc., le fabricant peut dire oui, mais ce matériau-là, moi, je ne l'ai pas. En revanche, j'ai une alternative, mais il faudrait légèrement modifier les choses de telle manière pour que ça puisse se passer. Alors évidemment, c'est plus lourd, c'est plus compliqué. Juridiquement, c'est également un peu plus fragile. Donc, il faut faire aussi attention à ces effets-là. Mais ça nous a permis, en tous les cas, d'avoir un dialogue beaucoup plus fructueux et de trouver de manière très pragmatique, parce qu'on est quand même essentiellement sur des choix qui doivent être pragmatiques. Une exposition, elle continue à ouvrir à une date précise, il faut faire, faut avancer. Pour trouver des substitutions. Telle œuvre, elle ne pouvait pas venir à tel endroit, on a pu en mettre une à tel autre parce que on a pu réadapter la scénographie de telle ou telle manière pour pouvoir justement continuer à apprendre en faisant. Donc, c'est vrai en matière de scénographie, c'est aussi beaucoup vrai en matière numérique. Je crois que c'est toi, Margarita, qui a parlé de sobriété numérique. Et là, en l'occurrence, on est très dépendant aussi de pas mal de startups ou de producteurs, de logiciels, etc., qui, eux, peuvent nous apporter des solutions que très clairement, en tant qu'institution muséale, on n'est pas forcément censé avoir en la matière. Et donc, ça implique un autre type de relation. À partir du moment où on pose évidemment les bonnes questions et on se donne les moyens d'avoir un autre type de relation.
Oui, justement, là, Margarita, on en parlait. Comment vous avez réussi déjà en fait à mobiliser ces 9 partenaires qui sont très variés, que ce soit des scènes nationales, que ce soit des parcs archéologiques, que ce soit en fait le Louvre-Lens. Comment vous avez réussi à les mobiliser déjà en fait sur le Culturathon et puis peut-être évoquer quels sont les résultats de ce Culturathon, qu'est-ce qui va être envisagé dans les prochains mois avec ces Et, partenaires. alors, tout d'abord, je voulais ajouter, comme ça a été évoqué justement, un événement comme ça, on l'a complètement repensé. Comme le thème était l'éco-transition, on s'est dit que souvent, quand on fait des événements, voilà, on fait des goodies, on fait des t-shirts, on achète des t-shirts, etc. Et donc, en fait, l'événement dans sa globalité, ses prestataires pour nourrir tous ces étudiants qui sont venus sur place était bien évidemment sur un système de circuit court. Et surtout, on a, par exemple, les t-shirts. On a travaillé avec une entreprise qui est sur place de réinsertion, qui s'appelle Cousali Vestali, qui récupère des gisements venant de grandes marques et de la fast fashion. On a récupéré des t-shirts de deuxième main, tout simplement, et on les a floqués dans le Fab Lab. Donc, tout a été pensé de cette manière. Il faut savoir, sans doute, Étienne, il le sait, la région Hauts-de-France est très engagée depuis très, très longtemps sur la question de l'éco-transition avec la dynamique REV 3. Il y a 10 ans, les politiques, les élus se sont engagés. Ils ont fait venir Jeremy Rifkin, qui est un économiste qui parle de la troisième révolution industrielle sur cette question de décarbonisation dans toutes les filières, que ce soit la filière économique, culturelle et partout. Donc voilà, la réponse, elle est d'abord là, c'est-à-dire que la région, de toute manière, est engagée dans cette dynamique REV 3 et que donc tous les acteurs doivent franchir le pas de changer leur comportement, leur méthode, leurs approches. Ces acteurs, ce qui est très étonnant, c'est que ces acteurs sont à une proximité directe les uns et les autres. Ils sont des acteurs de la culture et tu as cité aussi, Antoine, le parc archéologique de Douai. Que j'ai oublié malheureusement de citer. En fait, ces 8 acteurs, à part le ministère de la Culture, sont à proximité directe et pour la première fois, ils se posaient dans voilà, on les a réunis et on les a vraiment fait travailler ensemble, ce qui n'a jamais eu vraiment lieu sur des problématiques concrètes. Donc, ils ont posé leurs problématiques, ils se sont engagés à s'engager sur cette charte, sur des actions très précises. C'est pas juste un manifeste pour écrire un manifeste, mais ils sont tous engagés pour changer leurs attitudes. Et on a travaillé essentiellement, ça c'est important aussi de le dire, avec les équipes opérationnelles. C'est-à-dire que la directrice, le directeur va signer la charte, mais c'est les opérationnels qui ont fait remonter les problématiques. Je vous fais l'exemple, par exemple, l'Archéos, ce parc archéologique qui s'étend à Douai sur 7 hectares, a cette question de développer une véritable offre de tourisme de proximité, de tourisme éco-responsable, parce qu'il s'étend sur ce parc. Live Nation voilà, a la problématique du déplacement de 40 000 visiteurs par jour et c'est bien évidemment pas avec les Eco-Cup dans des festivals de cette taille qu'on résout le problème. Les étudiants, pour vous faire un exemple, ont été chercher des innovations, des récupérations le groupe qui a travaillé vraiment sur la question des festivals de grande taille, ils ont été chercher des dalles qui existent, qui permettent de récupérer en fait l'énergie que le public produit au moment où on saute ou on danse dans des lieux. Cette récupération de l'énergie peut être réinjectée dans le système énergétique de la lumière, de la diffusion sonore, etc.
Et le projet qu'on va accompagner, c'est un projet très concret qui s'appelle Écoculture, qui est un projet d'une application qui va permettre c'est un petit peu un mixte entre Waze et voilà, et un petit peu le Shift Project qui a évoqué l'idée du calcul carbone de la culture. Et en fait, si vous voulez, cette application permettra et proposera aux personnes qui veulent aller, par exemple, du Palais des Beaux-Arts de Lille au parc archéologique à Douai, des chemins alternatifs, combien d'impact carbone ce déplacement comporte, et des solutions, et même des systèmes de covoiturage, un petit peu, parce que c'est une solution alternative. Merci beaucoup, Margaretha. Donc, effectivement, on le voit, tout un ensemble de solutions concrètes qui sont ressorties et très adaptées en fait, aux différents acteurs du territoire. Cette logique de proximité aussi qui semble prévaloir et qui semble nécessaire en fait, dans cette approche durable et éco-responsable qui s'ancre sur un territoire. Pierre-Yves, en fait, toutes les actions que vous avez menées, qui sont donc vraiment, on va dire, dans les coulisses, les publics ne les voient pas forcément. Comment vous communiquez auprès du grand public sur la politique que met en œuvre en fait, le Parc zoologique de Paris? Alors, nous avons une communication sur une partie de ces actions. Je parlais tout à l'heure, par exemple, du partenariat avec Haute-Paris autour des déchets verts et du foin. C'est quelque chose qui donne lieu à un affichage, à un cartel dédié au niveau du parc et qu'on tient à mettre en avant comme bonne pratique, parce qu'on le voit bien aussi, hein, qu'il y a des attentes de plus en plus fortes des publics vis-à-vis justement de notre engagement dans le domaine de l'éco-responsabilité, que ce soit les circuits courts ou plus largement tout ce qui touche à l'éco-responsabilité. Ça revient aussi sur le livre d'or, par exemple. Enfin, on a beaucoup de retours dans ce domaine, donc on communique de plus en plus dans ce domaine. Et les attentes viennent aussi de nos équipes, et qu'on associe également pour voilà, trouver aussi de nouvelles idées et s'engager sur de nouvelles initiatives. Merci beaucoup. Donc, on le voit, hein, cette politique éco-responsable et durable nécessite une approche en fait écosystémique. C'est Étienne qui en parlait, où en fait les prestataires, les publics, les partenaires territoriaux, les acteurs culturels en fait, d'un territoire sont nécessairement à mobiliser, les collectivités de tutelle aussi. Donc, il y a cette approche en fait vraiment très, très globale. Cette approche aussi très concrète qui nécessite de passer par un diagnostic fin pour ensuite aller développer tout un ensemble d'actions qui touchent aussi bien aux bâtiments qu'aux expositions, qu'à la vie en fait, courante d'un lieu de culture ou d'un lieu touristique. Donc tout ça en fait fait partie de cette politique. On a cité dans le cadre d'un article en fait, publié sur le site de Museum Connection en fait, tout un ensemble aussi d'autres pistes que vous pourrez consulter en fait, suite à ce meet-up. Et ce qu'on propose tout de suite, c'est peut-être de basculer donc, en petits groupes pour pouvoir échanger plus amplement avec nos différents intervenants, que je remercie en fait pour leurs différentes interventions. Notamment, je voyais dans le chat qu'il y avait le Musée des Beaux-Arts de Lyon qui était tout à fait intéressé en fait, pour échanger par exemple avec le Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc c'est aussi ça, cette logique écosystémique. Donc avec plaisir voilà, pour poursuivre les échanges en petits groupes. Donc on va pouvoir se séparer et pouvoir échanger de façon plus informelle entre nous. Alors, du coup, je vous redonne les consignes. Vous avez 3 salles de discussion qui vont s'afficher à votre écran. Vous rejoignez la salle que vous avez envie de rejoindre. Elles sont au nom des institutions de nos intervenants. Voilà, à tout de suite.